Ophtalmologue et président du SNOF, je reçois aujourd'hui le docteur Vincent Dédès. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation et le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous faisons un point étape sur les grands sujets du moment. Nous parlerons de la lutte contre les centres de santé déviants, de la nécessité de définir le terme de cabinet d'ophtalmologie, mais également de grandes échéances à venir pour le SNOF. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Aujourd'hui, notre invité, le docteur Vincent Dédès, qu'on ne présente plus. Et évidemment, même si je vais le faire en quelques mots, président du SNOF, fondateur et associé au sein du COF, le Centre ophtalmologique des Flandres, avec une quarantaine d'associés, je crois. En tout cas, c'était le cas il y a 6 mois. Tu vas nous dire tout ça. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire un point étape, qu'on essaiera de faire régulièrement selon tes disponibilités et selon l'actualité, parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui que j'imagine notre communauté aimerait savoir. Alors déjà, Bonjour Sébastien. et déjà, est-ce que c'est bien ça, c'est toujours 40 associés sur le COF? Oui, c'est ça, entre 40 et 45 en fait. Alors, c'est pas que je veux pas parler du cabinet, mais c'est notre fonction en fait. Je suis Bien sûr. ophtalmologiste traditionnel, même si c'est une très grosse structure qui appartient à 100% aux professionnels de santé et de manière égalitaire, hein, globalement. Voilà, c'est vraiment un sujet qui à part. En tant que président du SNOF, je m'occupe de tous les ophtalmos, qu'ils soient tout seuls ou qu'ils soient en gros groupe ou en petit groupe ou qu'ils soient avec des investisseurs financiers dans leur cabinet en fait. Bien sûr, le président de tous les ophtalmos, évidemment, pas de mélange des genres. J'ai bien noté. Alors, premier point, déjà sur les CDS, les centres de santé déviants, où est-ce qu'on en est des condamnations, des mises en examen, et cetera? Est-ce que ça avance là-dessus? Donc ça continue d'avancer. Alors la justice en France, elle est longue, hein, comme tu peux le savoir. Donc il y a aujourd'hui un juge d'instruction qui a été nommé, ça on peut en parler, donc sur Alliance Vision. Donc voilà, il y a un dossier qui est instruit. Le SNOF est d'ailleurs partie civile, hein, puisqu'aujourd'hui on ne fait pas rien. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas communiquer, puisqu'en fait, effectivement, le secret de l'instruction est quelque chose de très très important. Donc, mais le dossier avance, hein, il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Et on est partie civile. On a maintenant un peu plus de 50 à 55 centres de santé déviants qui ont soit été déconventionnés, soit qui ont été fermés. Ils se sont surtout attaqués aux grandes chaînes dans un premier temps. On a vu par exemple l'actualité effectivement sur Ophtalmologie Express, hein, qui est en cours. On a pas mal de centres qui étaient plutôt de groupes de un, 2 ou 3 qui sont également été fermés, qui ont disparu avec un peu moins de bruit médiatique. Et on sait qu'il y a une deuxième série qui est actuellement au moins sous surveillance et qui sont actuellement dans le collimateur de la caisse. Donc on s'attend probablement de nouveau à des fermetures. Alors juste ma remarque, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, et tant mieux, hein, présomption d'innocence, c'est important en France, c'est que les gens mis en examen, et parfois avec déjà des dossiers assez lourds, en fait, ne sont pas interdits de rouvrir des centres de santé. C'est un petit peu ça qui est dommage. Et là, c'est l'ARS qui devrait utiliser les outils que la loi Katabi leur a donnés à disposition, puisqu'en fait, maintenant, il y a quand même des outils pour pouvoir freiner l'ouverture de ces centres. Donc, il ne faut pas hésiter à remonter auprès des ARS ou vers le SNOF, parce que nous, on interpelle un peu les ARS, parce qu'on en a certaines qui sont actives sur le dossier, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et effectivement, il faut qu'on aille nous aussi intervenir en leur disant, messieurs, attention, là, il y a un centre de santé, il n'y a pas de projet de santé, il n'y a pas d'ophtalmologiste. Voilà, l'ARS, pour l'instant, est malheureusement peut-être pas aussi réactive que la CNAM. D'accord, parce que justement, ce que j'allais te dire, vu que depuis la loi Katabi, il y a une nécessité d'obtenir un agrément de l'ARS, théoriquement, on sait très bien qu'un centre de santé dans une grande ville n'a aucun intérêt, hein, puisque les patients sont largement servis, et on va en parler vis-à-vis de la baisse des délais de rendez-vous. Théoriquement, je veux ouvrir un centre de santé à Lyon, à Bordeaux ou à Paris, on doit me refuser. Ça paraît La obligatoire. réponse, effectivement, tu as parfaitement raison. Ça serait peut-être bien que l'ARS s'empare du sujet, puisqu'en fait, dans la loi Katabi, théoriquement, il doit avoir un projet de santé. Alors, le problème de cet agrément qui maintenant doit être donné, en fait, souvent, ils ouvrent, ils vont avoir un agrément provisoire et l'ARS, pendant un an, elle va venir contrôler. Alors, ils le font ou ils ne le font pas. Et si effectivement, il y a tout simplement des choses qui ne sont pas en conformité, ils sont en capacité de les fermer très, très vite. Donc, malheureusement, bah, ils n'ont pas toujours les moyens. On voit bien avec le scandale, effectivement, Orpea, où aujourd'hui, ils avaient annoncé qu'ils arriveraient peut-être à faire le tour de tous les EHPAD en 2 ans. Donc, malheureusement, le temps des gens un peu fraudeurs est parfois plus rapide que celui de ceux qui font les contrôles.
C'est ça, parce que désormais, avec cette baisse de délai de rendez-vous, et on va en parler peut-être maintenant, il paraît logique de dire qu'un centre de santé, il ouvre soit en désert médical ou il ouvre pas, parce qu'il n'apporte pas grand-chose finalement, au monde médical. Tout à fait. Et d'ailleurs, certains aujourd'hui, je dis, certaines ARS ont commencé à avoir ce regard-là, en disant aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un centre de santé sur ce territoire. Ça ne correspond pas à notre projet de santé, mais c'est plus compliqué que ça. Il faut que le directeur de l'ARS l'ait écrit, en fait. Donc, dans son projet de santé, il y a un besoin. Mais effectivement, c'est un angle sur lequel nous, on interpelle également les ARS en disant, écoutez, l'ouverture d'un centre de santé en plein centre-ville de Bordeaux ou de Lyon n'apporte rien aux patients. Alors, on pourrait discuter effectivement sur des territoires en tension. On préférait qu'ils aillent au territoire en tension et qu'ils ne fraudent pas, hein. C'est pas parce qu'on est en tension qu'on doit frauder. Mais effectivement, on pourrait déjà cela se dire on doit arrêter un peu ça. Tout à fait, oui. D'accord, super. Autre sujet évidemment d'actu, c'est les délais de rendez-vous, hein, on en a déjà parlé, à moult reprises, mais maintenant, en 70 de baisse, on l'a dit, durant ces dernières années, on est en délai médian à 20 jours, tu l'as rappelé. Il reste donc à peu près, à ma connaissance en tout cas, une dizaine de pourcents, entre 10 et 20 de la population qui est pas extrêmement bien servie par les ophtalmos. Je suis à peu près dans la norme? Oui, non, tes chiffres sont plutôt bons en fait, hein. On en a un petit peu parlé à la dernière conférence de presse. On voit qu'il y a effectivement, voilà, on va dire 10-12 millions de Français qui sont encore un petit peu éloignés des grosses villes ou des métropoles, qui ont encore effectivement des délais un peu longs. Alors, je modulerai juste en disant que quand on regarde, je travaille sur les chiffres de l'année dernière, puisqu'en fait, on va refaire cette étude pour l'année 2024. On en parlera probablement d'ici quelques mois. Pour l'année dernière, les ophtalmologistes ont aménagé leur agenda. On avait deux scénarios pour l'étude du SNOF. On avait un scénario contrôle simple, où on avait des délais médians qui étaient parfois 2 fois supérieurs sur les territoires en tension par rapport au délai national. Donc, c'est vrai que ça posait un souci. Mais par contre, le deuxième scénario qui était rendez-vous en ophtalmo en cas de signe fonctionnel, qui pouvait faire penser à quelque chose, finalement, on avait les mêmes délais médians, quel que soit le territoire. Donc, les ophtalmologistes sur ces territoires, finalement, ont aménagé leur agenda pour pouvoir les voir rapidement. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en cas de besoin urgent, il y a un signe qui pourrait être inquiétant, les ophtalmologistes ont fait le travail et effectivement, les voient vite. Par contre, sur un contrôle simple, effectivement, on a des délais qui sont parfois un peu plus longs. Et tu as parfaitement raison. C'est, voilà, on est sur 10-12 millions de Français qui sont encore un petit peu en difficulté. Mais on est sur du contrôle simple. Donc, ce n'est pas non plus dramatique, mais il faut effectivement qu'on soit proactif et qu'on apporte une solution sur ces territoires. D'accord, alors du coup, cette solution, j'ai cru comprendre qu'elle passe par, plutôt déplacer désormais l'ophtalmo. Comment est-ce que vous allez procéder? Alors, on a déjà 10 à 12% de nos collègues qui ont des sites, ce qu'on appelle multiples. On parlait anciennement de sites secondaires. Donc, la dénomination, elle a changé tout simplement. C'est le Conseil de l'ordre, hein, qui l'a changé, parce qu'en fait, aujourd'hui, le terme secondaire avait peut-être une image un petit peu péjorative, hein. Ça doit être un cabinet médical en capacité de prendre en charge les patients de la même façon que sur son site principal. Donc, on parle de sites multiples. Donc, c'était surtout dans ce terme-là. Maintenant, c'est vrai que c'est plus simple à comprendre de gens, j'ai mon site principal, mon lieu de consultation principal et je vais sur des cabinets qui sont un peu déportés. Donc, les deux nous vont bien, hein, je n'ai pas de sujet de ce côté-là. Donc, 10 à 12% déjà ont des vraies consultations sur un deuxième cabinet. Donc déjà, on voit bien, et souvent, ce deuxième cabinet, il est rarement dans la métropole. Et on voit aujourd'hui un nouveau modèle d'installation avec des jeunes qui finalement ont leur lieu de vie dans les grandes villes, tout simplement parce que leur conjoint ou leur conjointe, ben, il faut qu'ils travaillent aussi, et le bassin d'emploi, il est souvent plus facile dans les grandes métropoles. Et ils vont aller une journée ou deux par semaine sur un autre cabinet. Souvent, ces cabinets sont portés par plusieurs ophtalmologistes pour pouvoir avoir une présence médicale complète, c'est-à-dire qu'il y a deux, trois ophtalmos, ils vont se mettre à travailler ensemble et ils vont ouvrir un cabinet, ils vont chacun faire un tour de rôle, 1 ou 2 journées pour avoir une vraie présence médicale. C'est le modèle qu'on voit de plus en plus. Les jeunes s'installent en grande ville et d'entrée de jeu, ils prévoient finalement un cabinet un peu plus à proximité sur un territoire en tension pour pouvoir rendre un service médical plus intéressant aux patients. Il y a aussi, en termes de patientèle, finalement, des gens plus âgés, avec plus de pathologies. Donc, c'est le modèle qu'on voit se développer. On aimerait bien, effectivement, accompagner ce développement. Oui, parce que du coup, ça permet, et de, rendre un service à la population et en Tout à plus fait. d'aller chercher sa chirurgie qui est plus difficile à chercher en ville pour la ramener, au sein de la ville, j'imagine? Alors, on peut aller chercher la chirurgie. Alors, la ramener, oui ou non, ça dépend effectivement. Si localement, on a un établissement qui peut le faire, pourquoi pas? Aujourd'hui, la chirurgie de la cataracte,
Est-ce que les gens doivent faire 1 heure de route ou 100 km pour se faire opérer de la chirurgie de la cataracte? J'en suis absolument pas sûr. C'est vrai que pour un problème de rétine compliqué, pour quelque chose de difficile, voilà, un décollement de rétine peut parfaitement le comprendre. La chirurgie de la cataracte, pour moi, est quand même une chirurgie de proximité. Est-ce que c'est utile pour quelqu'un d'aller faire 100 km pour se faire opérer de la cataracte? J'en suis absolument pas sûr. Pareil pour l'injection intravitréenne. Donc, un des autres sujets qu'on porte, c'est effectivement, on aimerait bien avoir un forfait pour que ces injections puissent se faire soit au sein du cabinet, parce que ce n'est pas très compliqué, parce que le forfait est aujourd'hui réservé aux établissements de soins. Il serait peut-être bien qu'on offre la possibilité d'avoir ce forfait pour les cabinets, ce qui éviterait aux patients de faire des kilomètres pour faire une injection intravitréenne. Donc, on voit très bien que ce qui est quand même un gros volume pour nous, la cataracte et les injections intravitréennes pourraient être faites sur le territoire du patient, donc à proximité. Et les choses plus compliquées, effectivement, dans ces cas-là, pourquoi pas faire bouger le patient, mais on est sur des choses beaucoup plus rares en fait. Quand tu parles de forfait, tu parles du GHS? Alors, pas le GHS, ce qu'on appelle le SE2. En fait, quand on fait une injection intravitréenne dans un établissement, ben, le médecin touche son acte, hein, bien sûr, mais l'établissement touche également ce qu'on appelle un SE2, ce qui est un forfait de soins externes, ce qui va permettre de payer l'environnement, le matériel, l'infirmière qui vient aider. Par contre, ce forfait n'existe pas si on fait l'injection intravitréenne dans notre cabinet. Il existe sur des petits actes de paupières, comme le FSD par exemple, mais en fait, on ne l'a pas pour les injections. Donc, ça serait bien aujourd'hui. Et en plus, en termes de coût, on aurait une vraie économie sur les transports, parce que finalement, ça éviterait aux patients de faire parfois 30, 40 minutes, 1 heure de route pour aller faire une injection intravitréenne et de revenir chez eux derrière. Parce que souvent, ces gens ne peuvent pas conduire quand ils vont faire une injection, ce qui est un petit peu dommage. Et en termes d'écologie, forcément, vu que Exactement. médecin qui se déplace, on peut gagner aussi. Oui, parce que je pensais que tu parlais d'un forfait, parce que j'ai entendu parler, alors il y a un moment de ça, hein, que le traitement de l'IVT, justement, de la DMLA, pouvait être forfaitisé, où en fait, ben, la CPM va donner un forfait annuel, et puis débrouillez-vous avec ça. Ça n'a pas vraiment avancé finalement. Alors oui, c'est un serpent de mer, hein. Régulièrement, ils y réfléchissent, ce qu'on appelle effectivement la capitation, hein, fait une espèce de forfait pour soigner les gens. C'est très compliqué à mettre en place. Donc là, il va y avoir un gros travail qui va arriver effectivement sur la refonte de la CCAM. Donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose d'avancé. Alors je sais bien qu'à la SFO, il y avait quelques rumeurs qui circulaient, mais bon, en pratique, pour échanger effectivement régulièrement avec la caisse, aujourd'hui, il n'y a rien à bouger. En fait, la vraie discussion qu'il va y avoir, c'est la refonte de la CCM qui va arriver effectivement pour 2025. Et il est vrai qu'on parlait des centres de santé aujourd'hui qui multipliaient les actes parfois non faits, parfois totalement inutiles. Malheureusement, la vision aujourd'hui de la caisse, c'est souvent une vision un petit peu de la punition collective. C'est-à-dire que quand on a des confrères, entre guillemets, dans ces centres de santé qui abusent des cotations, bah finalement, la caisse, elle considère qu'il y en a de trop, elle regarde et la réponse, elle est sanction collective, je baisse la cotation pour tout le monde et les premiers pénalisés sont les gens honnêtes, en fait. Ouais, ça, toujours. Comme souvent, très bien. Alors du coup, on revient aux délais. Les délais, on a dit 20 jours, c'est un délai médian hein, en France. Dans les grandes métropoles, désormais, y compris Perpignan d'ailleurs, qui n'en est pas une, mais tout de même, on trouve un rendez-vous dans la journée. Heu, est-ce que c'est pas un problème au bout d'un moment? Moi, je suis en sixième année, je veux démarrer, ma spécialisation. Est-ce que désormais à savoir que, bah, je pourrais pas rester dans ma ville natale parce que de toute façon, sinon je remplirais pas, est-ce que c'est pas un frein, pour la popularité de l'ophtalmologie? Alors, c'est une véritable inquiétude des jeunes, je te rejoins. Donc, effectivement, c'est parfois le débat qu'on peut avoir, nous, au sein du bureau, au sein du conseil d'administration, avec des visions parfois un peu caricaturales de certains, parce que sur leur territoire, ils ont des délais longs, ils trouvent personne pour prendre leur cabinet. Et en face, on a des jeunes qui sont inquiets. Donc, on a besoin d'avoir une vision globale. C'est vrai qu'on parle de délai médian. Donc, aujourd'hui, le délai médian, selon les études, le SNOF, Doctolib, effectivement, Marianne, on est entre 20 à 25 jours de délai médian. Aujourd'hui, les jeunes sont pragmatiques, donc ils acceptent déjà d'aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, effectivement, on se crée sur le temps une patientèle. Donc ce qui est assez vrai également, c'est que ben, des gens qui sont connus, ce genre de choses, même dans des grandes villes, ont des délais qui sont assez longs. Donc on voit bien qu'on va avoir besoin de s'appuyer, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le multisite. Donc je pense qu'un jeune aujourd'hui qui va travailler très sérieusement, avec une relation personnalisée, effectivement, avec ses patients. Il va créer sa patientèle avec un peu plus de temps qu'avant. Aujourd'hui, son agenda se remplissait, avant, il se remplissait immédiatement. Maintenant, ça prend un peu plus de temps. Et il faut s'appuyer, effectivement, il faut faire un peu de route pour s'appuyer. Il y a 10, 15 ans, quand je disais aux internes qui étaient parisiens,
qui ne voulaient absolument pas s'installer aujourd'hui en petite couronne. Sortir de Paris, pour eux, c'était un drame national. On voit bien qu'aujourd'hui, la question ne se pose plus. Ils vivent pas si mal que ça, finalement, en petite couronne, et qu'aujourd'hui, la grande couronne est en train de bouger également. Donc, il va falloir qu'on aille un peu plus près des patients. C'est pas désagréable, mais peut-être en gardant un pied sur la grande métropole et pour pouvoir créer finalement sa patientèle qui sera plus fidèle avec le temps. Donc on l'a en tête, on y fait attention. C'est pour ça que la délégation de tâches que certains peuvent parfois prôner, dire j'abandonne la réfraction, ça ne m'intéresse pas, c'est une vision extrêmement personnelle et qui est potentiellement pas maligne pour la jeune génération. D'accord, très bien, très clair. J'ai vu que tu avais intégré, notamment durant cette conférence de presse, le fait qu'il fallait définir qu'est-ce qu'un cabinet ophtalmologique, quelle est la logique derrière tout ça? Alors, un petit peu le problème de ces délégations. Je pense que l'ophtalmologie, tu parlais de délai, effectivement, il faut remercier l'ensemble de la filière, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a réussi à améliorer les délais et on est souvent mis en exemple, finalement, des ophtalmos qui ont basculé en travail aidé au sein de leur cabinet. On a également le travail en coopération avec les orthoptistes, soit au sein, soit en dehors, effectivement. Les compétences des orthoptistes ont progressé, on s'est appuyé dessus. Et le renouvellement optique, que ce soit chez les orthoptistes ou chez les opticiens. Je ne connais pas aujourd'hui d'ophtalmos qui s'interdisent ou qui notent sur leur ordonnance renouvellement non permis. Aujourd'hui, les ophtalmologistes jouent le jeu et appuient très clairement sur tout ce qui est possible. Donc ça a permis plusieurs choses. Ça a permis effectivement d'avoir un accès à l'équipement optique sur tout le territoire, zone tendue ou pas tendue. Donc là, pour moi, il n'y a plus de débat quand j'entends des gens qui me disent on a encore des difficultés d'avoir des ordonnances de lunettes. On a les chiffres, hein, le taux de renouvellement est exactement le même en zone rurale qu'en métropole. Et pareil, la moyenne d'âge, entre guillemets, de la prescription, hein, des Français équipés de lunettes de moins de 2 ans sont exactement la même proportion en zone tendue ou pas. Donc, on n'a pas de sujet de ce côté-là. Donc, pour revenir à ce que tu disais, pourquoi il faut le définir? Parce que, comme souvent, quand on a beaucoup bougé, et on voit bien que l'accès à la filière visuelle, et la HAS l'a souligné, elle est vraiment multiple en ce qui concerne le problème de l'équipement optique. On a les ophtalmos, bien sûr, on a les orthoptistes et on a les opticiens. Et aujourd'hui, certains acteurs, pour pouvoir mieux remplir leurs agendas, en fait, se font passer pour un cabinet d'ophtalmologie. On va prendre les sites de rendez-vous en ligne, hein. On a aujourd'hui sur des gros sites de rendez-vous en ligne environ 200 à 250 cabinets d'orthopsie où il n'y a jamais un ophtalmologiste sur place qui se font passer pour des cabinets d'ophtalmo. Les gens pensent prendre rendez-vous effectivement avec un ophtalmologiste et en fait, ils vont voir une orthoptiste qui sera dans un protocole, j'espère, RNM, voire un détournement de protocole RNM. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et on a également des magasins d'optique aujourd'hui au nom de la téléconsultation ou de la téléexpertise, vont s'appeler ophtalmologistes, cabinet d'ophtalmologie, clinique d'ophtalmologie parfois. Et ils se font également référencer. Donc on avait besoin de définir clairement qu'est-ce que c'est un cabinet d'ophtalmologie, parce que c'est vrai qu'un cabinet n'est pas forcément un lieu où l'ophtalmologiste va être présent 100% du temps. On peut tout à fait imaginer un mode de fonctionnement, ce que moi j'appelle multimodal, c'est une présence minimale de l'ophtalmologiste. Globalement, on aimerait bien un minimum de 2 jours par semaine sur place. Donc, ce n'est pas un fruit qui tombe comme hasard, hein. C'est effectivement, on a demandé aux universitaires, au Conseil national professionnel, le Conseil national de l'ordre, pour que le patient sur son territoire, en cas de problème, puisse revoir un ophtalmologiste rapidement. Les autres jours peuvent être complétés par d'autres ophtalmos. On peut avoir une présence 100%, ce qui serait idéal, mais ce n'est pas toujours le cas partout. On peut avoir l'orthoptiste dans son rôle propre, l'orthoptiste dans le cadre de protocoles de renouvellement optique, l'orthoptiste dans son métier d'orthoptiste pur, bien sûr. Et on pourrait imaginer de faire de la téléconsultation, puisque le matériel est sur place. On a le personnel pour le faire. On peut tout à fait également compléter par de la téléconsultation, moi je vais dire, appelée déontologiquement correcte et pertinente. C'est-à-dire un patient va être vu par une orthoptiste qui va manipuler les choses. Et si le patient a le moindre souci, dans les 24 ou 48 heures, sur le même lieu, il pourra voir un ophtalmologiste sur place. Donc on assure bien la continuité et la territorialité des soins. Donc l'idée de dire c'est quoi un cabinet d'ophtalmo, c'est déjà, il faut qu'il y ait un ophtalmologiste dedans et on doit faire de l'ophtalmologie globale. On voit maintenant des cabinets où on ne prend pas les moins de 16 ans, on ne prend pas les gens de plus de 50 ans, on ne prend pas les. Voilà, si vous avez une pathologie, ce n'est pas un cabinet d'ophtalmologie. En fait, aujourd'hui, on voit sur Doctolib, vous pouvez venir que si vous avez entre 16 à 50 ans et pas de problème, et si vous avez une carte bleue. Bon, ça commence à être un peu compliqué quand même. Donc, on a besoin vraiment de définir effectivement ce genre de choses et c'était le but et l'ensemble de la communauté l'a fait, puisqu'on a réuni les universitaires, les non-universitaires. Et c'était également une demande du Conseil national de l'ordre, parce qu'il y a des recours actuellement de certains collègues. J'ai déjà présenté un confrère qui avait 40 sites de consultation à lui tout seul.
Donc, c'est sûr qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est des vrais cabinets d'ophtalmologie? Donc, d'autres confrères qui avaient finalement 5 sites où ils n'y mettaient jamais les pieds. Et on a actuellement 3, 4 procédures déjà, à ma connaissance, de conseils départementaux qui ont demandé la fermeture ou demandé le changement de dénomination. Si c'est une orthoptiste, pas de souci, ça devient un cabinet d'orthopsie, mais ce n'est plus un cabinet d'ophtalmologie. D'accord. Et quid du centre d'ophtalmologie ou centre ophtalmologique? J'irais Alors, beaucoup. j'ai jamais trop aimé le terme de centre. Je sais bien que c'est une sorte de mode, parce qu'en fait, aujourd'hui, le terme de centre, bah, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on a parlé de site d'ophtalmologie. On a élargi la définition en disant, à partir du moment où on parle d'ophtalmologie, il faut un ophtalmologiste. Bon, ça paraît évident. Si vous voulez effectivement parler effectivement de boulangerie, il vous faut un boulanger. C'est Voilà, ça. je pense que ça paraît normal. Donc, le centre, c'est un terme qui n'existait pas, qui n'est pas défini. Un centre de santé, aujourd'hui, voilà, ça, c'est quelque chose de défini. Donc, moi, j'ai tendance à conseiller aux confrères d'éviter le terme de centre. Et aujourd'hui, les spécialistes ont plutôt tendance à parler de pôle de spécialité, ce genre de choses. Bon. Après, on est sur du vocabulaire, hein, mais c'est Ouais, c'est vrai que ça. le terme centre aujourd'hui est malheureusement un petit peu abîmé par l'image des centres de santé d'Évian. C'est ça, parce que moi, j'ai des clients ophtalmo comme ça qui me disent, je leur dis, bon, comment vous voulez appeler votre nouveau centre? Donc, c'est un gros truc avec 5 ophtalmos. Il me dit, ben, on voulait appeler ça centre ophtalmo de telle ville, et sauf qu'il est déjà pris par un centre de santé. Donc, du coup, ils vont devoir appeler ça clinique ophtalmologique de telle ville. Parce qu'on Alors, leur a plus clinique, le c'est pareil, c'est un terme qui est bien précis. Donc, je pense qu'on voilà, on peut parler, on est des médecins spécialistes libéraux. Donc, pôle d'ophtalmologie spécialisé, par exemple, voilà, on est au libéral. Le terme libéral est un terme qui est bien, hein. Aujourd'hui, voilà, on est responsable de ce qu'on fait, de la prise en charge de nos patients jusqu'à la prise en charge complète de notre cabinet, hein. Nous sommes effectivement des petits chefs d'entreprise. Donc, le terme, effectivement, de voilà, pôle libéral d'ophtalmologie, ça peut être utile. Voilà, bien spécifier les choses. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on est, hein. On a plutôt une très bonne image auprès des patients, en fait. D'accord. Quid des PAO, du coup, ça fait un petit moment qu'on en a parlé, ça se développe, ça se faufile au milieu, tout Alors, ça? c'est un gros débat qu'on a eu. Alors, c'est porté par quelques-uns parce que c'était leur modèle. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure des jeunes qui considéraient qu'ils étaient un peu inquiets et effectivement, ils avaient du mal à remplir leur agenda. Quand moi, je tiens ce discours-là à ceux qui sont des porteurs de PAO, en considérant que c'est des bêtises, qu'il faut en mettre partout, que l'ophtalmologiste doit regarder les patients à distance et pas aller en contact direct, aujourd'hui, ben, c'est vrai que c'est deux visions complètement différentes tout simplement de l'ophtalmologie parce que on manque d'ouverture et de vision nationale. Donc, les porteurs de PAO, souvent dans des territoires un peu compliqués, ce qui nous embêtait dans le PAO, voilà, c'est quoi le haut? Pour moi, Oui. c'est pas un poste avancé d'ophtalmologie s'il n'y a pas d'ophtalmologiste. S'il y a un ophtalmologiste 2 jours par semaine ou 40% du temps d'ouverture, parce que la définition, elle a essayé d'être souple, il n'y a aucun problème. On peut parler de poste avancé ou de site. Ça sera encore plus simple pour le Conseil de l'ordre. Ça sera un site, effectivement, ou un cabinet d'ophtalmologie, ou un site multiple, il n'y a aucun sujet. Si l'ophtalmologiste n'y met jamais les pieds, c'est un cabinet d'orthopsie qui va utiliser effectivement des protocoles pour faire du renouvellement optique avec une lecture à distance d'un ophtalmologiste. Mais ce n'est pour moi, en tout cas, et pour la profession, puisque les chiffres sont clairs, hein, 97% des adhérents ont répondu sur 1700 réponses, donc on ne peut pas dire qu'on a porté le sujet tout seul, hein. La réponse des adhérents a été extrêmement claire, et 97% étaient d'accord sur cette définition. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler si l'ophtalmologiste n'y va jamais. D'accord, très clair. Du coup, on est d'accord que pour l'instant, on reste dans la phase où, il est pas prévu de nouvelles délégations de tâches, pour les orthoptistes parce qu'on parlait un petit peu de suivi de glaucome, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est dans les cartons et puis on attend d'abord le stabiliser, je crois. Alors, c'est un protocole qui est là depuis longtemps, qui est le suivi de pathologies effectivement stabilisées au sein du cabinet. Donc, voilà, c'est plus proche du RNO. D'ailleurs, aujourd'hui, le RNM soulève beaucoup de problèmes. Il est actuellement en questionnement au niveau des autorités, que ce soit au niveau de la CNAM ou les DSS, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de fraude et beaucoup de dérives sur le RNM. Il n'y en a pas sur le RNO. Donc, à partir du moment où cette délégation, on peut s'imaginer que le patient stabilisé dans le cadre du glaucome soit vu par les orthoptistes, fasse les examens, l'ophtalmologiste. Au sein du cabinet, on a finalement très peu de problèmes. Le problème, c'est à partir du moment où on délègue et qu'on vient créer de la confusion, effectivement, avec les patients. Donc aujourd'hui, le protocole n'est pas financé, on y réfléchit. Voilà, ça peut pas être dans certains territoires, ça peut être utile effectivement de se dire, ben voilà, dans 3 mois ou dans 4 mois, vous faites votre champ visuel, vous faites votre examen de la papille, vous contrôlez votre tonus, votre vision, vous verrez mon orthoptiste, je lirai le dossier.
Et effectivement, s'il n'y a pas de souci, on se reverra nous physiquement 4 mois plus tard. Ça peut être utile. Après, il faut trouver le financement. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, pour l'instant, le projet est à l'arrêt. Et clairement, la délégation, pour l'instant, dans la filière visuelle, on sent qu'il y a, voilà, il y a une vraie demande de cadrage et de clarification des choses. On parlait aussi d'augmentation on va dire augmentation de l'âge des patients que l'on pouvait voir en RNO, RNM. C'est sur le tapis ou pas du tout? Alors, c'est ce qu'on appelait le RNM rénové. Donc aujourd'hui, il n'est toujours pas paru. On était tombé à peu près d'accord effectivement sur les critères parce que ça s'accompagnait d'un élargissement de l'âge des patients. Et ça s'accompagnait également d'une clarification des choses. Donc, c'est-à-dire que l'ophtalmologiste lecteur devait être sur le territoire du patient. Ça ne pouvait pas être lu par un ophtalmologiste à 500 ou 300 km, des modèles qu'on voit, hein. Euh, on a un modèle caricatural qui a été mal repris par les journalistes en Charente-Maritime, mais parce que quand on discute avec les journalistes, c'est toujours un peu compliqué, hein. Ils prennent des morceaux, puis après ils relisent. C'est vrai que notre filière est complexe. On a par exemple un RNM avec une orthoptiste qui est sur la côte, près de Dunkerque, et l'ophtalmologiste qui interprète est en Guadeloupe. Ouais, Donc c'est sûr que pour assurer la continuité et pour bien faire, cet ophtalmologiste est dans un centre de santé, bien évidemment. c'est ça. Bon, il est en France. Le RNM a été vraiment, excuse-moi, a été pris en main aujourd'hui énormément, c'est fortement développé dans les centres de santé. Aujourd'hui, c'est une position pour eux pour pouvoir finalement, ils sont un peu contraints sur certaines choses. Il y a des ophtalmologistes qui commencent à se poser des questions et donc aujourd'hui, le RNM est énormément utilisé par des centres de santé qui sont en questionnement. D'accord, très bien. Euh, Quels sont finalement les objectifs du SNOF, de tes objectifs finalement à 2 à 3 ans? C'est quoi vraiment les mesures phares que tu veux voir avancer? Alors, ce qu'on parlait déjà du forfait technique pour les cabinets, je pense que ça serait très bien. Accompagner justement ces cabinets un peu secondaires, c'est-à-dire que quand un jeune s'installe, on parlait tout à l'heure des jeunes qui s'installent, s'il ouvre 2 cabinets, 2 structures, financièrement, c'est quand même plus lourd. Donc déjà, ça impose le regroupement, donc il faut qu'on accompagne le regroupement. Je pense qu'il faut ouvrir l'esprit des gens, parce que les gens, à chaque fois que je parle de regroupement, c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais de mon cabinet, et les gens ont tendance à me projeter l'image de ce que j'ai fait. En fait, je ne suis pas du tout un modèle, en fait. Il y a plein de modèles différents et qui sont tout à fait respectables et qui sont tout à fait pertinents. Donc, on peut tout à fait faire du regroupement d'ophtalmologistes en étant dans des cabinets différents. Voilà, j'aimerais bien voir développer parfois des cabinets qui soient portés par 2 voire 3 cabinets différents, où un ophtalmologiste de chaque cabinet va pouvoir y aller. Ça va être des cabinets secondaires, entre guillemets, ou des sites multiples collaboratifs. Et on va répondre à ce genre de choses. On n'est pas obligé d'être dans le même cabinet. Aujourd'hui, on a des structures juridiques qui sont très faciles de faire. C'est assez facile de faire une comptabilité analytique par ophtalmologiste quand ils viennent travailler. Donc, on peut tout à fait imaginer ce genre de choses. Donc, il faut pousser une vision peut-être un peu plus moderne du site multiple et utiliser un peu plus les outils, même si parfois les gens me prêtent une vision un peu dure de la télémédecine. C'est pas que j'ai une vision dure de la télémédecine. Je pense que c'est quelque chose qui peut être parfaitement utile et qui peut rendre service aux patients à partir du moment où c'est utilisé à bon escient. Donc, c'est un outil. Si on l'intègre dans nos cabinets et on le fait correctement, ça a toute sa place et on peut effectivement le faire. Donc, pour nous, c'est aller vers ces patients et on sent bien que de toute façon, là, politiquement, c'est compliqué, mais un des vrais sujets quand on discute, quels que soient entre guillemets, les bords politiques qu'on entend, ils ont tous en tête, il faut qu'on aille sur les territoires en difficulté. Donc, soit on est proactif, soit on se fera contraindre. Donc, je pense qu'il faut qu'on le fasse. On a fait le travail pour l'accès aux soins des spécialistes sur la plupart, effectivement, des Français. Maintenant, il faut qu'on aille, effectivement, chercher ces patients qui sont en difficulté. Et en plus, en termes de santé publique, je pense que c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont souvent loin des soins, souvent peu suivis, avec beaucoup de pathologies. Ils n'ont pas besoin de télémédecine, ils n'ont pas besoin de téléexpertise, ils n'ont pas besoin de lunettes, ils ont besoin d'un véritable avis médical avec du matériel. Et il faudrait peut-être effectivement qu'on nous aide un peu plus pour ces installations de cabinets. La Convention a proposé, par exemple, des forfaits pour les déplacements pour les médecins qui se déplaçaient, ce qu'ils appelaient des postes avancés. Alors, le problème, c'est que c'était contraint dans les établissements de soins et dans des maisons de santé. Ça marche très bien pour des spécialités moins techniques que les nôtres. On peut imaginer un endocrino, un neurologue qui vient se déplacer, qui vient donner un avis d'expert sur un patient, sur quelque chose de compliqué. Nous, on voit bien que quand on se déplace, si on n'a pas notre matériel, et aujourd'hui l'installation, c'est rapidement 250 000 euros, hein, si on veut être à peu près performant et pertinent pour les patients. Donc, il faut qu'on nous aide. Donc, venir une fois tous les 15 jours dans un hôpital pour donner un avis avec un ophtalmoscope, pour un ophtalmologiste, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est clair. Très bien. Du coup, tu parlais de renégociation de la CCAM. J'ai pas du tout d'idée, mais quand on renégocie une CCAM, c'est
on part du principe qu'on va réaugmenter ou alors ça peut carrément tout partir à la baisse où il y a pas du tout de notion là-dessus? Alors, dans la convention, il y a eu des engagements, effectivement, de remettre de l'argent sur la table pour la CCAM. C'est pour ça qu'effectivement, une bonne partie des spécialistes ont signé, puisqu'en fait, il est vrai que cette convention concernait essentiellement nos confrères médecins généralistes avec une revalorisation importante de leurs honoraires, qui était justifiée. Vraiment, il n'y a pas de sujet de ce côté-là. Par contre, effectivement, les médecins spécialistes ont été un peu mis de côté dans cette histoire. C'est une convention essentiellement axée pour les médecins généralistes, et tant mieux, et quelques spécialités en difficulté. Euh, En tant qu'ophtalmo ou de spécialité technique, la CCM représente finalement une grande partie de notre activité. Donc nous, c'était surtout là-dessus on va devoir travailler. Et entre guillemets, si on ne signait pas cette convention, on ne négocierait pas la suite pour la CCM. Donc on voit bien qu'on était un peu contraint de la signer, même si elle ne nous plaisait pas totalement, parce que sinon on sortait de la négociation et confier les clés de la CCAM à des spécialités non techniques était un peu compliqué. Donc on voyait qu'il y a eu un peu une disparité entre nos confrères, maintenant qu'on appelle spécialistes en médecine générale, et les spécialistes comme nous. Donc il fallait qu'on soit autour de la table. Donc c'est une des grandes raisons pourquoi 3 des syndicats représentatifs des médecins spécialistes ont signé cette convention, même si elle ne leur plaisait que moyennement. Et aujourd'hui, il y a un engagement de remettre à peu près 200, 250 millions d'euros dans la CCM pour revaloriser l'enveloppe globale. Et ça, c'est un engagement qui est ferme, parce que sinon, on travaillait plutôt sur une enveloppe fixe. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on revoie, l'inflation n'était pas forcément prise en compte. Et après, il y avait des arbitrages qui allaient se faire en disant, ben voilà, ça c'est un acte qui est devenu facile, ça c'est un acte qui est devenu technique. Et c'est, voilà, de temps en temps, effectivement, le comportement de certains en disant, ben ça va vite, c'est simple et parfois potentiellement dangereux pour nous. Donc, on a lourdement investi donc, pour pouvoir prendre notre patient en charge. Donc, il faut tenir compte de ça. Il y a ce qu'on appelle le coefficient de charge, d'ailleurs, qui est dedans. Et on va renégocier justement avec la CCM de ce coefficient de charge qui va permettre un calcul très savant de se dire combien l'acte coûte. Il faut tenir compte de ce coefficient de charge. Le coefficient de charge des ophtalmos, maintenant, par rapport à 20 ans, n'est plus du tout le même. On a investi dans les ressources humaines pour travailler avec des gens avec nous. On a investi dans du matériel. Donc, notre coefficient de charge a évolué. Et l'inflation a fait que le coefficient de charge a évolué également. D'accord, très bien. Pour terminer, quelles sont les prochaines échéances importantes pour le SNOF? Alors, on va voir l'étude sur les délais, là, qui est en cours, voir un petit peu où on en est, donc qui va sortir, parce que c'est toujours important pour nous de savoir où on en est. Donc, même si maintenant on a d'autres organismes qui s'y intéressent, donc celle-là, elle va sortir effectivement d'ici quelques mois. On va avoir une grosse phase de cadrage, d'explication sur ce que c'est la télémédecine, justement la téléexpertise, la téléconsultation. On voit bien qu'on a quelques modèles sur lesquels on a beaucoup de questions. On voit des publicités. Hein. Tu as peut-être dû voir aujourd'hui des dizaines de SMS envoyés par une enseigne d'optique. Venez faire une téléexpertise chez nous avec un ophtalmologiste. On voit parfois des grandes affiches avec, alors que c'est interdit, hein, téléconsultation avec un ophtalmologiste chez l'opticien. Donc là, il va falloir il y a des règles sur la téléconsultation. Les règles sur la téléexpertise aujourd'hui ne sont pas assez claires, mais il y en a quand même. Donc, on a un vrai travail au moins de pédagogie à faire. Ça, c'est un gros sujet pour nous. Il va falloir qu'on cadre ce genre de choses. Et l'autre sujet auquel je suis très attaché, c'est l'accompagnement des jeunes. On voit bien que ça devient compliqué. C'est vrai que l'ophtalmologie, ils sont tous d'excellents médecins, ils sont tous d'excellents chirurgiens à la sortie de la formation, la plupart du temps. Mais tout ce qui était la formation à l'entreprise médicale, qui semblait être un gros mot il y a des années, a été un petit peu négligé. On voit on doit gérer le personnel, hein, tu le connais, hein, donc on peut embaucher des gens pour le faire, mais parfois les gens n'ont pas la taille critique. Il faut savoir comment on s'installe, il faut savoir lire un contrat. Donc finalement, on a besoin de les former. Et j'en profite pour remercier les universitaires du COUF, hein, que ce soit Tristan Boursier ou Frédéric Mouriot, qui ont donné le feu vert aujourd'hui. Donc le SNOF et le COUF, on va porter une vraie formation aux internes dans leur cursus initial, justement à l'installation. Donc avec une vision des universitaires, parce que l'idée, ce n'était pas de faire du prosélytisme pour telle ou telle structure, c'est de se dire à quoi on doit faire attention quand je m'installe, quelles sont les choses importantes, et ça va rentrer dans le cursus des internes. Et maintenant, ils ont accès en ligne. Donc ça, c'est vraiment une vraie avancée. Il faut qu'on les accompagne sur ce genre de choses. Très bien. Ben écoute, de belles échéances. On en reparlera ensemble, si tu le Avec veux bien. plaisir. Je te remercie pour aujourd'hui et puis, ben, je vais te souhaiter bon courage pour toutes ces étapes. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Vincent, grâce à sa hauteur de vue, nous a éclairé sur pas mal de points qui figurent sur la feuille de route du SNOF. Il reviendra comme cela régulièrement lorsque l'actualité le nécessitera. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.